Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité ce vendredi. La 15e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. La ministre réfléchit à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. La rencontre a été ouverte par Robert Begré-Mambé. La lutte contre la corruption se poursuit en Côte d'Ivoire. 32 fonctionnaires et agents de l'État ont été épinglés par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ils sont principalement des secteurs de la santé, de l'éducation nationale et de la construction. Et puis, dans l'actualité sportive nationale, le sélectionneur des éléphants a divulgué cet après-midi la liste de 25 joueurs retenus pour la double confrontation contre la Sierra Leone. On note sur la liste de Mers Fayet le retour d'Éric Bailly et Nicolas Pépé. On en parle en toute fin de journal. C'est peut-être grâce à une réelle concertation entre le gouvernement de l'UEMOA et le secteur privé que des solutions seront trouvées au chômage des jeunes et des femmes. C'est en tout cas ce que pense le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé. Il l'a affirmé ce vendredi à l'ouverture des travaux de la 15e conférence des ministres du cadre de concertation. Ces travaux, vous le verrez, réunissent dans la capitale économique l'ensemble des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA. Le témoignage de Salifi Alekoué et Joseph Zékré. 15e conférence du cadre de concertation des ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au cœur de la thématique, l'employabilité des jeunes. Une préoccupation commune à tous les États participants, dont la Côte d'Ivoire. À cet effet, le Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé, a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts. Le président de la République, Alassane Ouattara, donne un statut particulier au visage de l'enseignement technique. C'est la variété de choix offertes aux jeunes, quel que soit leur niveau scolaire. C'est une kyrielle de lycées professionnels que nous allons implanter dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. Le programme est déjà lancé, ça représente plus de 250 milliards de francs CFA et d'ici décembre 2025, tout sera en place pour la jeunesse ivoirienne. De nombreux défis qui s'imposent aux États qui œuvrent inlassablement à résoudre la question de l'adéquation, formation-emploi. Au cours de cette 15e conférence, nous aurons à examiner et à adopter plusieurs recommandations qui traitent des questions importantes dont la lutte contre l'insécurité et les migrations irrégulières dans l'espace UEMOA par la formation professionnelle, le développement des systèmes de formation sur le marché du travail dans l'espace UEMOA, l'adoption de bonnes pratiques dans nos dispositifs d'emploi et de formation professionnelle, le développement d'un cadre régional de certification dans les pays de l'UEMOA, le développement d'une plateforme numérique nationale de gestion de l'ensemble des ressources de formation professionnelle dans les 8 pays de l'UEMOA et le Tchad, la mise en place d'un mécanisme de validation des acquis de l'expérience dans les pays de l'UEMOA et le Tchad, le bilan des activités 2024 du cadre de concertation, la stratégie et le plan d'action 2025-2027. Se félicitant de la tenue des assises d'Abidjan, le commissaire chargé du département développement humain de l'UEMOA a promis l'accompagnement de l'institution à toutes les initiatives sur ce sujet majeur. Plusieurs acteurs du secteur privé participent à cette conférence. Le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo sont les pays membres de cette union. 32 agents et fonctionnaires de l'État ont été épinglés par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, tous interpellés dans le cadre des enquêtes de flagrance menées par l'institution en charge de la lutte contre la corruption dans le pays. Ces agents sont en poste dans plusieurs ministères comme celui de la construction, des transports, de l'éducation nationale ou encore de la santé. L'administration ivoirienne est confrontée à des actes de corruption qui tendent à tenir son image et jeter le discrédit sur la renommée du pays. Des actes que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'est donné pour mission d'éradiquer. L'institution a épinglé 32 personnes, des fonctionnaires et agents de l'État qui se sont rendus coupables de faits graves. Il faut dire que depuis l'année 2022, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a décidé d'intensifier la répression de la corruption. Sous la supervision du procureur auprès du pôle pénal économique et financier, nous avons eu des informations sur des indélicatesses de certains agents publics qui ont été pris en flagrant délit dans l'exercice de leurs fonctions. Les chiffres de ces enquêtes de flagrance ont permis de dresser le tableau suivant. 9 agents du ministère de la Santé ont été interpellés, 6 du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation interpellés,
6 autres du ministère des Transports, 3 agents au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dont un ex-agent de l'ONESI, un contrôleur de commerce interpellé, 2 fonctionnaires interpellés au ministère de la Construction et, le plus hallucinant des cas, au ministère des Finances et du Budget, où un douanier a tenté de corrompre des enquêteurs de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, des actes suffisamment graves pour rester impunis. Ces agents ont été mis à la disposition du pôle pénal économique et financier qui est chargé de réprimer tous les actes, les crimes financiers et économiques en Côte d'Ivoire. Ils ont été mis sous mandat de dépôt. Pour certains, au jour d'aujourd'hui, c'est depuis 2022, pour certains, d'autres en 2023, d'autres en 2024. Certains sont sous contrôle judiciaire, mais le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pris le soin d'écrire à toutes les administrations auxquelles ces agents appartiennent pour donner des sanctions administratives en attendant des sanctions judiciaires et des sanctions pénales. Dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens indignés par les actes de corruption dans l'administration ivoirienne saluent le travail de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Souvent, mais ils t'obligent à donner quelque chose pour pouvoir être libre. Mais c'est un truc, c'est puni par la loi. Donc toi aussi, quand tu te mets à leur donner, tu es corrupteur. Dans ce cas-là, toi aussi, tu peux être puni. Ils vont les licencier, non? Voilà, je pense que c'est ça. Pour que d'autres qui veulent faire ces mêmes actes vont savoir que bon, c'est puni par la loi, quoi. L'institution entend poursuivre avec la plus grande fermeté sa lutte contre la corruption. À l'ensemble des fonctionnaires ivoiriens et des agents de l'État, je souhaiterais leur dire qu'ils ont l'obligation et le devoir d'avoir des comportements éthiques, qu'ils ont le devoir et l'obligation de privilégier l'intérêt général sur l'intérêt privé. La lutte contre la corruption, ce n'est plus une question d'exigence morale ou de gouvernance, mais c'est une exigence pour l'amélioration du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Dans sa dernière étude sur l'indice de perception de la corruption paru en janvier 2024, Transparency International classe la Côte d'Ivoire à la 87e place sur 180 pays. Un bond significatif, d'autant plus qu'en 2012-2013, le pays était 130e sur 180 pays. En 10 ans, la Côte d'Ivoire a donc engrangé 13 points et obtenu 43 places. Rendons-nous à présent à Songon-Dagbe, localité à la périphérie d'Abidjan. C'est là que s'est tenue ce vendredi la 16e édition de la Journée mondiale du cœur. Au menu, des séances de dépistage et de traitement, mais aussi et surtout de prévention à travers la promotion de pratiques saines, des pratiques qui, vous le verrez, permettent d'éviter des complications cardiaques et l'hypertension artérielle, à l'origine de plus d'1 million de morts sur le continent africain tous les ans. Le reportage de Thiemé Danger et Fulgence Kissiedou. Songon-Dagbe, localité périphérique d'Abidjan, retenue pour l'édition 2024 de la Journée mondiale du cœur. Sur les lieux, des usagers de soins désireux de connaître leur statut. Tous se prêtent à l'exercice de prise de sang, de taille ou encore de poids et de tension. Peu après, place au volet festif, ouvert par une danse locale. Acteurs et partenaires de la lutte contre les maladies du cœur et l'hypertension artérielle prennent le relais. Tous relèvent un état des lieux préoccupant. Un adulte sur 3 est hypertendu, 2 hypertendus sur 5 ignorent qu'ils le sont, et de nombreux hypertendus diagnostiqués et traités ne sont pas équilibrés. En Afrique, effectivement, c'est 1 million de personnes qui décèdent chaque année, n'est-ce pas, de problèmes cardiaques. Et en Côte d'Ivoire, l'hypertension artérielle, qui fait partie de ce grand groupe, donc des maladies cardiovasculaires, est responsable d'une mortalité proportionnelle de plus de 15%. Ce tableau sombre, relève-t-il, invite à l'action, laquelle passe par le respect d'un mode de vie sain, dont les règles sont énoncées. Ne pas fumer, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Manger sain et équilibré avec des fruits, des légumes, des céréales. Bouger en pratiquant une activité sportive régulière. Éviter la pollution, gérer le stress. Adoptons les bons réflexes pour prévenir les risques des maladies cardiovasculaires, en éliminant le stress et privilégiant les moments de détente, en vérifiant son taux de glycémie, puisque un taux élevé de glucose dans le sang est probablement le signe d'un diabète.
et en demandant de mesurer le taux de cholestérol, le poids et l'indice de masse corporelle. Activité majeure de la Société ivoirienne de cardiologie, la Journée mondiale du cœur se veut une tribune de sensibilisation sur les maladies chroniques ignorées et négligées qui font 1 million de morts en Afrique par an. Pourtant, les complications peuvent être évitées et l'espérance de vie prolongée si les communautés tournent le dos aux facteurs de risque à travers des gestes simples, dont la pratique régulière du sport et l'automesure tensionnelle. Puisque nous parlons de santé, en Côte d'Ivoire, plus de 60 000 personnes souffrent de maladies mentales. Le chiffre donne le vertige et alerte, d'autant plus que notre pays détient le 3e taux le plus élevé de suicide en Afrique, avec 23 cas par an. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs initiatives, dont la pause mentale que nous verrons maintenant, sont adoptées. Ouverte ce jeudi, cette campagne de sensibilisation et de lutte contre la dépression propose pendant 5 jours des méthodes basées sur l'écoute et la relaxation. Nikema Moussa et Eric Kibou ont bien testé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 10 à 20% des adolescents dans le monde sont confrontés à des problèmes de santé mentale. En Côte d'Ivoire, le Programme national de la santé mentale a révélé que plus de 60 000 personnes souffrent de maladies mentales. Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, la précarité économique. Donc avec des taux de chômage, surtout chez les jeunes. Il y a aussi l'instabilité politique. Il y a aussi les difficultés de la vie en général, la pression sociale, la pression familiale. Pour les jeunes, il y a aussi la pression scolaire. Carmel est étudiante. Ce matin, elle participe à la première édition de la pause mentale, une initiative qui vise à sensibiliser sur la santé mentale. Je suis venue participer à la pause mentale pour apprendre d'abord sur le sujet, parce que ça touche beaucoup de personnes, parce que je suis jeune et quand on est jeune aussi, on a beaucoup de pensées. Selon la spécialiste, il est important de donner du repos au cerveau. Les salariés, il faut pouvoir prendre des pauses dans la journée pour éviter le surmenage qui peut mener à une dépression par exemple. Mais même pour n'importe qui, c'est important d'avoir un temps où on va mettre le mental au repos, où on va pouvoir se relaxer. Ce sont les mêmes facteurs qui vont engendrer chez certaines personnes des maladies comme la dépression qui, si ça perdure, va entraîner des envies suicidaires. Au terme de l'expérience, Carmel se dit plus équilibrée et plus sereine. Pour une première, parce que c'est une première pour moi aussi de voir un psychologue. Donc je pense bien que je vais continuer sur cette lancée. Moi, il y a quelque chose qui m'aide. Donc, pourquoi pas aller voir des spécialistes. Comme Carmel, ils étaient plusieurs à prendre part à cette initiative de pause mentale. On ne pense pas forcément à ça, mais c'est quelque chose de très important de prendre un moment pour soi et puis d'avoir un dispositif comme des sièges, des fauteuils relaxants. En tout cas, j'ai testé un fauteuil relaxant, même un tout petit peu massant, avec un masque de repos, avec un casque où on entend la voix du médecin qui nous guide vers la respiration consciente. C'est une expérience à renouveler. Le pays enregistre le 3e taux le plus élevé de suicide en Afrique, avec 23 cas par an. Ce problème reste largement tabou en Côte d'Ivoire, malgré les statistiques alarmantes. Les spécialistes invitent les populations à se ménager et à consulter des professionnels en cas de signes inquiétants. Chapitre, la journée nationale du cacao et du chocolat revient pour une nouvelle édition ce week-end au Parc des Expositions dans la commune de Port-Bouët. L'occasion pour les amateurs de cacao et de chocolat de découvrir ou de redécouvrir le fruit du labeur des producteurs ivoiriens sous toutes ses formes, ainsi que les produits finis et les dérivés du chocolat made in Côte d'Ivoire. Pierre Dipomela. Pas de producteurs, pas de cacao. C'est sous ce thème très engagé que va s'ouvrir demain samedi la 9e édition des JNCC, Journée nationale du cacao et du chocolat. C'est le rendez-vous de tous les acteurs de la filière cacao au premier rang, les producteurs et coopératives agricoles, les transformateurs et tous les maillons de la chaîne de valeur du chocolat. Les visiteurs constitués essentiellement des amateurs de la poudre, du beurre et des plaquettes de chocolat, auront pour tous les goûts. Pendant 3 jours, du 28 au 30 septembre, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao, va faire montre de son savoir-faire en termes de transformation de cacao en produits finis
et semi-fini avec les saveurs locales. Les organisateurs annoncent une dégustation éclatée, des expositions en vente, des panels et par-dessus tout, l'annonce du prix Borchamp de la campagne 2024-2025. En plateau avec nous ce soir pour discuter de cette 9e journée nationale du cacao et du chocolat, Konan Kwasi nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'adjoint au président du comité d'organisation de cette édition. Le thème d'ailleurs nous interpelle. Il est ainsi intitulé « Pas de producteurs, pas de cacao ». C'est bien cela. Qu'est-ce que vous voulez faire savoir? Alors, pas de producteurs, pas de cacao. Ça veut littéralement dire que s'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de cacao. Mais derrière ce thème, c'est toute une interpellation à l'ensemble des acteurs intervenants de la filière cacao, parce que le producteur rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain. L'environnement de production du cacao est assez difficile en ce moment. Difficile pourquoi? Parce qu'il y a tout ce que tout le monde voit, c'est la rémunération du producteur. C'est vrai, c'est un combat pour le Conseil du café cacao qui, depuis 2021-2022, a pu obtenir ce qu'on appelle le différentiel de revenus décent. Donc on continue toujours de travailler pour améliorer ce revenu. Mais au-delà du revenu, il y a beaucoup de difficultés que le producteur rencontre sur le terrain. Il y a d'abord l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. Les problèmes de logement, les problèmes de pistes rurales, les problèmes d'électricité, d'hydraulique. Tout cela sont des difficultés que le producteur rencontre chaque jour. Et nous essayons au niveau du Conseil du café cacao de pallier ces difficultés avec certains partenaires locaux. Mais en plus de cela, nous avons aujourd'hui, au niveau de l'environnement du cacao, le problème du changement climatique. Le changement climatique qui crée des difficultés au niveau de la production. Parfois, nous avons des inondations, comme l'année dernière dans la zone d'Aboisseau. Nous avons eu des inondations, donc ça crée la pourriture brune, ce qui fait que la rentabilité du cacaoyer est très faible. Ailleurs, c'est plutôt la sécheresse. Là encore, le cacaoyer meurt et puis le producteur ne tire pas grandes ressources de sa production. Très bien. Est-ce que vous entendez le cri de ces personnes qui estiment que le producteur de cacao et sa famille ne seront épanouis que lorsque la transformation au plan local sera effective? Je ne dirais pas que tant que, mais je dis que la transformation va peut-être booster encore le revenu du producteur, ça va booster encore la rentabilité de la filière. Et d'ailleurs, la journée nationale du cacao et du chocolat, vous voyez qu'il y a le cacao et il y a le chocolat. Donc, si nous transformons, il faut que nous aussi nous puissions consommer. Donc, la journée nationale du cacao et du chocolat veut créer cette habitude de consommation au niveau des Ivoiriens et notamment au niveau des plus jeunes. Puisque vous parlez justement du chocolat, notre pays produit 45% du marché international, mais ne compte que 24 chocolatiers. Comment vous faites la promotion de tous ces chocolatiers? Oui, alors ce n'est pas facile parce que l'investissement, il est lourd. Et il y a les problèmes d'accompagnement des institutions financières qui ne suivent pas toujours. Et donc, c'est cela qui est la plus grosse difficulté de ceux qui veulent s'engager dans la transformation. Aujourd'hui, l'État, à travers le Conseil du café cacao, a commencé à créer des usines de transformation. Et nous sommes d'ailleurs le premier broyeur au monde en ce moment de cacao. Donc, ce qui fait que nous accompagnons, autant que faire se peut, les artisans chocolatiers qui sont sur place. Mais il faut encore que toute la synergie soit autour d'eux pour que nous puissions booster en tout cas la transformation. Parce que l'ambition, c'est d'arriver au moins à 50% de transformation de notre cacao au niveau de la Côte d'Ivoire. Konan Kwasi, on imagine qu'à l'image des éditions précédentes, cette 9e édition sera aussi alléchante en termes de contenu. Quelles sont les grandes innovations? Et à quoi est-ce que les milliers de personnes qui viendront au parc des expositions doivent s'attendre? Alors déjà, la première étape, c'est la cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu demain à partir de 8h30. Cette cérémonie d'ouverture est marquée toujours par la récompense des meilleurs producteurs et des meilleures sociétés coopératives. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit ailleurs, il faut célébrer le producteur de cacao parce que l'essor économique de notre pays, la Côte d'Ivoire, repose d'abord sur l'agriculture, mais en particulier sur le cacao. Et donc,
il est important que nous marquons au cours d'une année un moment pour dire merci à ces producteurs, pour les célébrer. Et donc, il y aura cette récompense-là. Ensuite, il y aura, bon, ça sera agrémenté évidemment, comme c'est une activité festive, sera agrémenté par des artistes. Et cette année, nous avons fait une petite innovation, c'est que nous avons combiné les stylistes aux chocolatiers, de sorte qu'ils vont nous créer des modèles de robes en chocolat, avec des accessoires en chocolat. Et il y aura un défilé qui va donc permettre aux participants de voir le process depuis la création de la plantation jusqu'à la transformation. Et puis ensuite, on aura, dans l'après-midi, on aura donc ce qu'on appelle les panels. Il y a 2 sous-thèmes que nous avons tirés donc, du thème principal. Ça porte sur la valorisation du métier de cacaoculteur. Et puis, nous avons parlé tout à l'heure d'améliorer les conditions de vie du producteur. Depuis 2012, avec la réforme de la filière café-cacao, des actions ont été menées dans ce sens, avec le Conseil du café-cacao, mais aussi avec certains partenaires. Il est bon maintenant de faire un bilan pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui n'a pas été suffisamment bien fait pour que nous puissions corriger cela. Donc il y aura ces 2 panels-là qui vont donc nous permettre de réfléchir et d'arrêter des résolutions. Ensuite, il y a tout ce qui est activité promotionnelle. Il y en a beaucoup. Ça a commencé d'ailleurs depuis le 25. Il y aura donc un village pour les enfants, où des enfants des écoles et des orphelinats viendront pour découvrir le cacao, découvrir le chocolat, s'amuser. Et puis, il y a le stand d'exposition qui réunit 100 exposants cette année. Il y aura 81 exposants de toutes sortes de services et de produits. Et puis, il y a 19 exposants d'activités gastronomiques. Et ceux-là, il y en a qui vont proposer des mets à base de cacao. Très bien. Et au regard de ce programme, comme je l'ai annoncé tantôt alléchant, vous avez un appel à l'endroit des populations ivoiriennes. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, donc le producteur, c'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire de connaître l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, dont nous sommes fiers d'ailleurs. Il est bon que tous les Ivoiriens mobilisés viennent soutenir les producteurs, viennent leur dire merci et qu'ils participent aux réflexions qui vont se mener. Que les jeunes viennent découvrir le cacao, qu'ils s'habituent à consommer le chocolat, pour que lorsque nous, Côte d'Ivoire, nous allons arriver à produire notre chocolat, et d'ailleurs ça a commencé, mais quand nous allons arriver à 50% de transformation et que nous allons produire suffisamment de chocolat, nous soyons déjà habitués à consommer. Très bien. Merci beaucoup, Konan Kouassi. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du directeur général du Conseil Café Cacao et par ailleurs président du comité d'organisation adjoint de la 9e édition de la Journée nationale du café, du cacao et du chocolat qui démarre donc demain samedi au Parc des Expositions de Port-Bouët. Merci d'être passé. Merci à vous. News. Merci de nous prêter votre plateau. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, cette campagne de sensibilisation au danger des fake news et de la désinformation, la plateforme Police Secours et ses partenaires sont à son initiative. Ils sillonneront les différentes régions de la Côte d'Ivoire pour aborder avec les populations les risques de troubles à l'ordre public que peuvent engendrer les fake news. Le lancement du projet s'est tenu hier en présence de Thiemé Danger et Fulgence Kissiedou. Alors que la polémique de l'affaire dite des Woubi affole la toile, une vidéo présentant un édifice estampillé Woubi School devenait virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est parmi tant d'autres un exemple éloquent de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative comme outil de désinformation des masses. Au front de cette lutte devenue cause nationale, ces acteurs et partenaires de la plateforme Police Secours réunis pour le lancement du projet national de sensibilisation. Les élections qui arrivent dans quelques mois, on va dire l'année prochaine, il était important pour nous d'entamer cette campagne, d'aller vers les populations pour leur parler du danger de la désinformation et des fake news. Le projet présenté par l'ONG APS, qui vise à renforcer la cohésion en Côte d'Ivoire par la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, les fake news, est d'un grand intérêt et s'inscrit parfaitement au nombre des initiatives que le Canada appuie pour faire avancer l'une de ses priorités majeures, qu'est la paix et la sécurité, avec un accent sur la prévention des conflits et la construction de la paix. Ce programme, qui verra délégation du bailleur et du porteur du projet sillonner les différentes régions du pays, réjouit le ministre de tutelle, sa collègue en charge de la cohésion nationale
et l'ambassadeur de la lutte contre les fake news, le médaillé olympique Cissé Cheikh. Tous interpellent sur la dérive d'un cyberespace non sécurisé et non viable et sonnent la mobilisation générale. Engageons-nous ensemble à promouvoir une utilisation plus éclairée des réseaux sociaux, à partager les informations vérifiées et à encourager notre communauté à adopter une posture critique face au contenu que nous consommons et partageons. Je voudrais vous demander et vous prier, chacun à son niveau, de commencer la sensibilisation pour que nous ayons un cyberespace apaisé. Cette activité a été meublée d'une table ronde des experts du numérique et acteurs des médias. Des parties prenantes engagées aux côtés de l'association Population Solidaire, initiatrice de la plateforme Police Secours, a œuvré pour la promotion d'un cyberespace respectueux de la dignité humaine pour tous. En sport football, nous vous le disions en titre, le sélectionneur des éléphants, Faye Emers, a communiqué à la presse la liste de 25 joueurs retenus pour la double confrontation contre la Sierra Leone, des matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, en note de grand retour en sélection nationale. Écoutez les précisions de Pierre Dipomela. Emers Faye était face à la presse. Entouré de ses adjoints Guy Demel et Alain Guaméné, il a présenté une équipe composée de 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux et 8 attaquants. Parmi les retours, les supporters pourront revoir Seko Fofana, Eric Bailly ainsi que Nicolas Pepe, qui apporteront leur expérience et leur talent à une équipe déjà bien fournie en jeunes talents. Des cadres comme Franck Kessier, Evan Dika et Seri Michael sont également présents. L'absence de Wilfried Zaha, inactif depuis le 3 août, a été justifiée par Faye, qui reste confiant quant à un retour imminent du joueur. Pour Zaha, quand vous parlez de performance, je pense que vous parlez du match qu'il a joué hier, où il est rentré 20 minutes et il a été décisif parce qu'il a délivré une passe décisive, mais depuis le 3 août, Zaha n'avait pas joué. Il a fait ses 20 premières minutes depuis le 3 août, donc pareil, on estime qu'il va revenir en puissance, on est content qu'il ait retrouvé déjà le terrain. Le sélectionneur a également souligné l'importance du retour de Sébastien Haller. Sébastien Haller, c'est pour nous un attaquant qui est très important. Vous l'avez vu lors de la dernière CAN, qui fait partie des attaquants ivoiriens les plus adroits devant le but. Et c'est un joueur qui est capable de marquer dans des matchs très très importants, même quand son niveau de forme physique n'est pas à 100%. Donc on est parti sur Seb pour ces raisons-là. Seb fait partie des cadres de l'équipe aujourd'hui et en plus de ça, il a retrouvé un club où il a du temps de jeu. L'objectif pour Emers Faye et son équipe est de se qualifier dès la 4e journée des éliminatoires. Les éléphants, qui ont bien entamé leur campagne avec 2 victoires de suite, comptent poursuivre sur leur lancée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.